Bienvenue à la deuxième partie de cette conférence Introduction à l'art contemporain britannique et son public. Je vais terminer la première partie en parlant du prix Turner et ses choix du meilleur artiste britannique contemporain chaque année. Bien évidemment, ce n'était pas du goût de tout le monde ceux qui voulaient critiquer la contemporaine n'hésitaient pas. Notamment, à un moment, il y a eu une concurrence, il y a eu le Not the Turner Prize, donc pas le prix Turner, qui, pendant 2-3 ans, au début du XXIe siècle, a tenté, organisé par la presse conservatrice en Angleterre, a tenté de dire que le prix Turner, ça consacrait des œuvres sans intérêt et qu'il fallait quelque part revenir à une conception plus traditionnelle de ce qu'était l'art. Vous verrez ici, ici c'est un article du journal là-dessus, également 20 000 livres pour le concours. Et peut-être pourriez-vous essayer de deviner quel genre d'œuvre est présente dans ce concours, et vous verrez qu'en fait il s'agit donc de paysages, en voilà une, ou bien portrait animalier, scène marine, etc. Donc pour ceux qui le défendaient, l'idée que voilà que l'art est censé être pour représenter la beauté, et pour ceux qui défendaient la conception générale de l'art contemporain, sans nécessairement défendre chaque œuvre produite, la difficulté avec ce genre de représentation, c'est qu'il y a peu de nouveau là-dedans et que l'objectif de l'art, loin d'être simplement de représenter ce qu'on considère beau, c'est de faire évoluer la manière qu'on représente le monde. Voilà pour les institutions. Alors maintenant, je vais vous présenter une dizaine d'artistes britanniques, en 2-3 minutes chacun, pour représenter un peu la variété des approches et des œuvres qui ont été produites. Certaines des artistes, peut-être que vous connaissez, ça m'étonnerait que vous les connaissez tous. Parmi les plus prestigieux, Henry Moore, mort dans les années 80, présentait une série d'œuvres plus ou moins monumentales. Ici, nous avons une de ses premières œuvres, qui a un bas-relief qui s'appelle Le Vent de l'Ouest, si je me rappelle bien. Mais il est plus connu pour des corps ou des familles. Donc là, on a un groupe familial. Et là, nous avons un groupe familial, un peu la reine et le roi, on dirait. À chaque fois, ce sont des représentations généralement du corps humain, souvent le corps féminin, et souvent accompagné d'espèces de formes percées ou contenant des espaces creux. Alors, il y a une partie traditionnelle, représenter le corps féminin, tout à fait dans la longue tradition de la sculpture. Et d'un autre côté, ils ont une spécificité à eux. Moi, je dirais qu'on note que le corps féminin est très peu ou pas sexualisé. Ce n'est pas une représentation sexuelle. Et puis, alors, il y a beaucoup de variétés. Vous voyez, c'est encore un corps féminin, un corps femme allongée, si vous voulez, mais bien sûr présenté de façon plus ou moins réaliste, donc la moins, la plus. Moore est né à Castleford, dans le Yorkshire, fils d'un ingénieur des mines, et il a réussi, en tout cas, à trouver son marché parce que des sculptures dans les places publiques sont un peu partout dans le monde, moins en France et plus en Allemagne, je ne sais pas pourquoi.
C'est un garçon qui a décidé de devenir sculpteur à l'âge de 11 ans, après qu'il a entendu parler de Michel-Ange. Alors, à la fin de la Première Guerre mondiale, il réussit à trouver une bourse d'ancien militaire pour poursuivre ses études. Et en 1919, il va devenir le tout premier étudiant en sculpture à la Leeds School of Art, donc à l'école artistique de Leeds. Peut-être une des caractéristiques importantes de son œuvre, c'est l'importance de la situation. Très souvent, ils sont dans une place, mais il y a aussi dans le Yorkshire Sound Park de sculpture qui est tout simplement au milieu des moutons sur des collines vertes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait été engagé comme artiste de guerre et euh, il est notamment connu pour une série de dessins là, des gens qui se cachent des bombardements en dormant dans le métro de Londres. Généralement, donc, un choix pas excessivement politique. Moi, je dirais que les représentations de l'accord humain, c'est quand même, pour moi, très humaniste. Ils ont une vraie grandeur. Ils ont une vraie grandeur de positionnement humain. Donc, c'est une certaine ambiance positive, mais très peu de choix directement politiques, peut-être avec l'exception d'une de ces commissions plus tardives, exactement 25 ans après la première réaction nucléaire en chaîne contrôlée à l'Université de Chicago. Moore a dévoilé donc cette œuvre, l'énergie nucléaire, là même où ont eu lieu ces expériences en énergie nucléaire. Ça fait 3 mètres de haut. Et alors, est-ce qu'il y a une réflexion sur l'énergie là-dedans? En tout cas, il y a des gens qui ont dit que ça ressemble à un crâne humain et d'autres qui ont dit qu'il y a des échos d'une champignon d'explosion nucléaire. Moore s'est considéré comme un défenseur du peuple jusqu'à un certain moment. Notamment, il a toujours refusé des médailles de la reine. Il a refusé d'être fait chevalier, d'être anobli, donc en 1951, parce qu'il estimait que cette distinction le ferait passer pour une figure de l'establishment et que, je cite, un tel titre pourrait me couper de mes collègues artistes dont le travail a des objectifs similaires aux miens. Si on reste avec la sculpture, on trouve la sculptrice relativement connue Barbara Hepworth, mort donc un peu plus tôt, en 1975. Elle faisait partie du même milieu amical de Henry Moore et aussi Ben Nicholson, Naum Gabo et d'autres sculpteurs, notamment, nés dans le West Yorkshire. Vous imaginez bien que le milieu des sculpteurs dans les années 20 n'accordait pas une énorme place aux femmes, donc elle a eu cette mérite-là de pouvoir survivre. Elle, contrairement donc à mort, donc a été anoblie en 1965, 10 ans avant sa mort. On la voit là avec certaines de ses sculptures. On voit peut-être une certaine familiarité, un certain lien de famille avec les sculptures de Moore, mais moins figuratif, ce n'est pas directement des formes humaines. Celui-là, donc, forme unique, single form, et sans doute sont plus célèbres parce qu'il se retrouve devant le bâtiment des Nations Unies à New York. Elle a également fait cette construction, crucifixion, hommage à Mondrian.
Voilà encore certaines de ces œuvres, parfois monumentales à l'extérieur, parfois plus petits, là c'est dans un jardin, ou parfois à l'intérieur aussi. On va voir comme celui-là, utilisant donc de la ficelle et du bois. Ça a été plus tard, après, en fait, assez récemment, il y a 15 ans à peu près, qu'ils ont ouvert donc un musée à Wakefield qui parle directement, qui est consacré à l'œuvre de Barbara Hepworth. Si on passe à un peintre maintenant, et on retrouve un lien de l'art contemporain et l'idée d'impliquer un grand nombre de personnes, nous avons Lowry, vous vous rappelez peut-être, qui figurait parmi les top 10 des artistes les préférés des Anglais. Il est décédé en 1976. Toute sa vie, jusqu'à la retraite, il a travaillé en tant que organiser le collecte des loyers pour une entreprise d'assurance, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc il avait parfois été considéré comme peintre de dimanche et surtout il avait comme sujet, hein, c'est un peu le genre de rue du nord d'Angleterre où il habitait, et il avait choisi comme thème quelque chose de peu populaire à l'époque. Et même depuis, je pense que ça a une originalité, et c'est un peu le paysage industriel. Donc là, vous voyez à gauche le match de foot, hein, et à droite les usines et les fumées, etc. Et des petites figures, des gens ordinaires de la classe ouvrière, rarement gays, il faut le dire. Mais même quand ils sont présentés en situation de loisir, et on en est venu à dire qu'il faisait des hommes et des femmes allumettes, Matchstick Man. Euh, voilà. Il a pris un petit peu de temps pour percer, parce que c'est à cause de la différence avec l'art un peu établi à l'époque. Euh, Finalement, il est décédé dans les années 70 avec un peu d'argent, mais loin d'être riche. Lui aussi, à deux reprises, il a refusé d'être anobli. Il a refusé toute autre distinction de la part de la reine. Donc, c'est généralement un signe d'une idée de vouloir faire plutôt partie du peuple. Vous voyez, quand on voit ces personnages de plus près, on voit des victimes de la guerre, on voit un monde à la fois familier. Ce sont des rues tout à fait typiques du nord de l'Angleterre et en même temps quelque part grotesques. Euh, mais bon, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais c'est très intéressant de voir qu'il soit si populaire. Voilà, après sa mort, il y a eu bien longtemps après sa mort, il y a eu une statue en sa mémoire. Euh, et fait très exceptionnel, juste après sa mort, il a été le sujet d'une chanson de variété, une chanson de pop, Matchstock Man and Matchstock Cats and Dogs, qui est arrivé au numéro 1 des top 50 et qui donc rejoint le groupe très très restreint de chansons populaires au sujet des peintres. Il y en a un très célèbre au sujet de Van Gogh. Et bon, c'est là où il y a maintenant, par ailleurs, un musée à Manchester, The Lowry, qui a une grande collection de ses œuvres. Si on passe aux gens nés un peu plus récemment, on peut vous parler de Francis Bacon qui a eu une exposition à Paris il y a quelques années. Et lui, il est connu pour présenter, donc, bon, ici, mon texte me dit, il avait une réputation de chroniqueur particulièrement sombre de la condition humaine. Le corps humain est déchiré, le monde est noir, et
la vision n'est pas sans lien avec sa vie d'homosexuel à une époque où la haine et la peur des homosexuels étaient généralisées. Il y a aussi un élément de symbolisme religieux dans ses œuvres. Alors, vous voyez là une de ses œuvres, donc ça semble être un archevêque qui se dissout et qui crie en même temps, et c'est basé sur une célèbre, relativement célèbre peinture de Velázquez. Là, on voit l'artiste lui-même encore dans des déchirures. Il a une vie personnelle tout à fait intéressante, mais je pense que l'anecdote la plus intéressante, c'est que son amant, euh, ils ont vécu une longue relation amoureuse ensemble. Il a trouvé une manière originale de rencontrer son amant, et c'est-à-dire qu'il a rencontré son amant quand le monsieur en question, George Dyer, était en train d'essayer de cambrioler son appartement. C'est vrai que si vous n'aimez pas les applications pour chercher un amoureux, vous pouvez toujours essayer de draguer le cambrioleur. Son amant s'est suicidé en 71 et ça a donné lieu à des œuvres tout à fait déchirantes. Hein. Celui-ci, je trouve très intéressant, c'est un triptyque. Donc une forme religieuse de peinture en trois parties, mais vous voyez que la vision de l'être humain, c'est clairement des êtres humains, mais en même temps, ce sont des êtres humains, disons, en très mauvais état. Donc ici, par rapport à une réflexion sur l'art contemporain, on pourrait dire qu'il est bien loin. Hein. L'objectif, c'est pas de représenter ce qui est beau, ce qui est doux, ce qui est agréable, mais bon, pour lui, représentait quand même une certaine vérité. Euh, Également au sujet d'une exposition à Paris il y a quelques années, Lucien Freud, il s'agit du petit-fils. Il s'agit du petit-fils du célèbre Sigmund Freud. Lucien Freud s'est installé avec sa famille en Angleterre en 1933 pour échapper à la montée du nazisme. Et il est connu pour une série de portraits souvent des portraits de ces sujets, souvent de sa famille ou de ses proches, avec les animaux domestiques. Il passe énormément de temps pour produire une peinture. C'est peut-être pour ça que sa famille ou ses proches, notamment, on dit que dans les années 70, il a passé 4000 heures sur une série de peintures de sa mère. Alors, la citation de Freud que j'ai là devant moi, c'est: je parle les gens non pas à cause de ce qu'ils sont, non pas exactement en dépit de ce qu'ils sont, mais comment ils se trouvent être. Donc, évidemment, nous sommes dans une vision bien plus réaliste de comment représenter l'être humain. Et aussi, donc bon, bien sûr, pas du tout un choix de corps idéalisé, mais aussi autre chose. J'allais dire. Ah oui, il a une palette de couleurs particulièrement restreinte. Il est connu pour choisir d'utiliser moins de couleurs que ce qu'on aurait pu penser. Peut-être son œuvre qui a fait le plus parler de lui, c'est celui-ci, vous la reconnaissez, c'est la reine Elisabeth II. Et il a produit, en 2000, il a produit cette œuvre. La presse conservatrice a été très en colère. Et même pas seulement la presse conservatrice, il y a le rédacteur en chef d'une revue, de la revue d'art britannique, qui dit on dirait un des petits chiens de la reine qui a fait un AVC. Donc, on peut dire que ça ne lui a pas plu. Et alors, ça a causé énormément de controverses avec des gens qui accusaient Freud d'avoir insulté la reine. On n'a pas eu l'opinion de la reine là-dessus, mais ça, c'est parce que la reine ne donne pas son opinion. Ça fait, elle ne donne plus, mais même à l'époque, elle ne donnait pas. Ça faisait partie de son principe de communication publique de ne pas commenter. Cela dit, elle avait choisi
Freud, et elle avait fait les séances, elle avait resté elle était allée, il était venu chez elle pour passer du temps à peindre. Donc, je ne pense pas qu'elle était si bête, elle savait quel genre de portrait elle risquait d'avoir. Et voilà, je voulais juste dire que celui-là avait été vendu pour 33 millions de dollars. Alors bon, un certain succès là. On passe maintenant à une femme, il s'agit de Tracy Emin, qui est sans doute donc ici nous avons des gens qui sont mes contemporains, elle est née 3 ans après moi, elle faisait partie du groupe qu'on a connu sous le nom de Young British Artists. Les Young British Artists des années 90, notamment, c'est des gens qui avaient fait les beaux-arts et qui se sont retrouvés à essayer de trouver un marché pour les œuvres avec un certain succès. Pendant quelques années, les Young British Artists étaient un peu au centre du marché mondial de l'art contemporain. Et Tracy est notamment connu pour mettre en scène sa vie personnelle, sa vie intime. Alors ici, nous avons c'est la même œuvre là, vous voyez, c'est une tente. Et ça s'appelle Tout le monde avec qui, bon, en anglais c'est Everyone I Have Slept With, et on peut lire Tout le monde avec qui j'ai dormi ou Tout le monde avec qui j'ai couché. Et à l'intérieur, nous avons les noms pas seulement de tous ces amants, mais aussi des amis d'enfance, des copines d'enfance avec qui elle avait dormi dans un pyjama party, et aussi les 2 enfants, enfin les deux fœtus qu'elle avait avortés. Donc voilà toute une représentation d'une vie très intime, très personnelle. Et donc pour moi, on est bien dans l'art conceptuel, dans la mesure que ce qui est important, c'est pas le savoir-faire pour fabriquer cette tente-là, c'est bien l'idée de le faire comme ça. Ici, nous avons une autre œuvre, donc c'est marqué le texte, c'est je ne m'attendais pas à être maman, mais je ne m'attends pas à devenir maman, mais je m'attends à mourir seule. Alors ici, c'est fait en broderie, hein, en broderie. Et ici, pour moi, ce qui est important, c'est le contraste entre la broderie qui, d'habitude, on voit en compagnie de sentiments assez traditionnels, même un peu gnangnan peut-être, et le texte qui est assez violent et déchirant. L'œuvre qu'elle a fait qui a causé le plus de controverse, c'est My Bed, mon lit, qui a été finaliste pour le prix Turner à un moment. Bon, c'est censé être son lit au moment où elle a passé 3 jours au lit parce qu'elle était déprimée. Et dans les choses autour, il y a des sous-vêtements salis, il y a des préservatifs usés. Vous voyez un peu le genre, donc, de mettre en scène des parties intimes et même un peu dégoûtantes peut-être de la vie quotidienne. Elle joue aussi beaucoup avec les moyens. Donc ici, nous avons en néon. Alors normalement, le néon, on s'attend à ce que ce soit marqué buvez du Pepsi ou je ne sais pas, venez à cette boîte de nuit. Et donc là, on a la même forme donc utilisée pour la publicité, mais le message est tout autre. Only God knows I'm good. Seul Dieu sait que je suis une bonne personne. Ou bien tu aurais dû m'aimer. Et donc là, encore une fois, c'est conceptuel parce que je pense que ce n'est pas une savoir-faire artistique qui compte, hein, mais un jeu. Il y a aussi le ludique là-dedans. J'avais déjà parlé de l'importance du ludique.
Dans le même groupe de Young British Artists, il y avait Damien Hirst qui a produit, il est né à Leeds dans une famille ouvrière d'origine catholique irlandaise. Et également, il a défrayé le chronique avec des œuvres qui étaient considérées comme controversées. Ça, c'est un qui est un peu moins controversé, donc sur une place publique. Et ici, très intéressante, Memento Mori, c'est-à-dire une œuvre qui a comme objectif de nous rappeler qu'on va tous mourir. Et en fait, ce que c'est, j'ai l'information ici quelque part, ce que c'est un crâne humain recréé en platine et orné de 8000 diamants. Et alors, platine et diamant, vous avez compris, le prix demandé pour ceci, pour l'amour de Dieu, c'était de 50 millions de livres. Et bon, pour l'interprétation, moi, ça me semble relativement accessible, l'idée que ça vaut des millions, mais que ça représente la mort et donc effectivement le vieux message que voilà, quand on meurt, nos richesses ne nous servent à rien. Voilà. Plus controversé et peut-être plus difficile aussi, c'était celui-ci, c'est l'impossibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un qui vit, de 4 Et en fait, il s'agit d'un requin mort préservé dans une liquide, le formaldéhyde, je crois, on dit ça, en tout cas en anglais, c'est comme ça que ça se dit. Voilà, bon, c'est devenu l'œuvre emblématique de l'art britannique des années 80. Il y a eu aussi il y avait une œuvre, A Thousand Years, où en fait c'est une tête de vache en train d'être mangée par des asticots. Apparemment, il y a une galerie qui a refusé de le montrer parce qu'ils avaient peur des vomissements. La presse conservatrice n'était pas contente et il y avait un titre d'article dans le Daily Mail britannique. Depuis 1000 ans, l'art est l'une des grandes forces civilisatrices. Aujourd'hui, des moutons marinés et les luis souillés menacent de faire de nous des barbares. Plus récent, cette œuvre de 2017, Trésor de l'épave de l'incroyable. Et alors, ce sont des trésors d'épave que vous voyez, mais en fait, il s'agit d'une épave tout à fait imaginaire. Hein. Il a imaginé qu'en trouver ces éléments sur une épave, il y a une dizaine d'éléments. Une femme de la même génération, Gillian Waring, est la prochaine artiste que je veux regarder. Et elle avait donc utilisé un peu le même principe de l'implication des gens, parce que une de ses œuvres les plus connues, c'était demander à des gens dans la rue, leur donner une pancarte et leur demander d'écrire ce qu'ils voulaient là-dessus, et puis de le photographier et montrer la collection de photographes. Voilà, nous avons Gillian Waring. Et il a été choisi tout récemment dans un concours qui voulait mettre une statue de Millicent Fawcett, donc une des grandes combattantes pour le droit des votes des femmes au 19e siècle. Et on lui a demandé de faire une statue de Millicent Fawcett dans la place Parlement, donc devant le Parlement. Et cette statue rejoignait deux autres militants, Mahatma Gandhi et Nelson Mandela. Et c'était, comme je dis, c'est de la première femme. Et vous voyez là qu'elle fait un petit clin d'œil à son œuvre précédente où elle avait demandé aux gens d'écrire quelque chose sur une pancarte, parce que là, c'est une citation de Fawcett, le courage appelle le courage partout.
Andy Goldsworthy, né en 1956, utilise quelque chose que je considère que l'art conceptuel, même qu'il faut un grand élément de savoir-faire. Il est ouvrier dès l'âge de 13 ans et il travaille en tant qu'ouvrier agricole avant de passer par les beaux-arts. Hein. C'est assez remarquable que l'essentiel de cette génération passe par les beaux-arts. Hein. C'est pas quelque chose que c'est pas un métier qui semble s'apprendre tout seul à la maison. Goldsworthy va recevoir une médaille de la reine en 2000. Et alors, je veux simplement vous montrer une ou deux de ces éléments. Ça, c'est une arche fabriquée sans ciment. Et dans ce projet, il le démonte chaque soir et le remonte tous les matins. Donc, c'est un peu différent tous les jours, en fait. Ça s'appelle Arch. Et en fait, il le fait en suivant une traditionnelle route, un chemin traditionnel du déplacement des troupeaux. Et donc, voilà, c'est large, c'est commémorer le déplacement des troupeaux, donc qui ne se fait plus dans ces régions, parce que c'est complètement urbanisé. En même temps, l'arche, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'espoir de l'avenir. Et puis aussi, je pense que ça participe à l'envie d'impliquer un public assez large dans son travail, dans la mesure que voilà, ça sort de la galerie et ça suit son chemin. Et tous les matins, il doit demander l'autorisation de quelqu'un pour ériger son arche. Il a fait d'autres œuvres qui également utilisent donc des éléments de la nature. Peut-être plus politique dans le sens qu'on connaît généralement, c'est Mark Wallinger. Euh, il est connu pour, je vais seulement présenter deux ou trois œuvres. Il y en a le premier qui est peut-être, où je dirais, donc assez accessible et facile d'interpréter. C'est The World Turned Upside Down, le monde à l'envers. Et on a tout simplement le globe du monde, il y a un mot pour ça, la carte sphérique, mais tout est écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'Afrique c'est dans le nord et l'Europe c'est dans le sud. Et donc, une réflexion peut-être pas très complexe concernant le sud global et le nord global et la nécessité éventuelle de changer les choses. Il est, à mon avis, aussi important de noter que c'est devant la London School of Economics, donc devant l'école supérieure d'économie le plus prestigieux de Londres, et aussi devant une église. Donc, là, encore une fois, la situation a une part à jouer tout à fait importante. Un ouvrage un peu plus complexe est State Britain. Donc, c'est un jeu de mots entre Tate Britain, la galerie, et State, l'État. Et alors, il faut raconter un petit peu l'histoire. Dans Trafalgar Square, pendant longtemps, pour protester contre la guerre en Irak, et il y a eu un pacifiste s'était installé là avec une tente et avec une grande nombre d'affiches et de petits objets. Et la police avait énormément de mal à le déloger parce que, par une bizarre oreille de la loi britannique de l'époque, ils n'avaient pas le droit de le déplacer parce qu'il avait vécu là pendant un certain temps. J'ai oublié les détails juridiques. Et alors, le Parlement va passer une loi exprès pour interdire toute manifestation à moins d'un kilomètre du Parlement, avec le seul objectif de se débarrasser de ce monsieur. Alors, à ce moment-là, Mark Wallinger va produire une reproduction. Donc, il va passer des mois à chercher partout dans le pays les matériaux pour produire exactement le même
campement que celui qui appartenait aux pacifistes, et il va le présenter dans la galerie, dans la petite galerie. Ça, c'est des petits détails, hein. Donc, il est allé chercher exactement le même type de nounours, etc. Et alors, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il va le positionner dans la galerie pour que la moitié de l'installation soit à moins d'1 kilomètre du Parlement et l'autre moitié à plus d'1 kilomètre du Parlement. Et alors là, vous voyez que, donc, bizarrement, en principe, la moitié de l'ouvrage est légale et l'autre moitié illégale. Bon, la police n'est pas venue. Également, donc, de Mark Wallinger là. Encore un sculpteur, donc Anthony Gormley, un peu plus âgé en fait, parce qu'il était né en 1950, et il est connu pour avoir gagné comment dire, le concours pour produire l'Ange du Nord, donc The Angel of the North, dans le nord-est de l'Angleterre, et représentant un peu la fierté régionale. Il a expliqué alors l'importance symbolique d'être juste au-dessus des mines de charbon qui avaient existé là. Donc, justement, c'est marqué dans la plaque à côté que si vous pensez aux mines qu'il y avait en dessous, il y a une résonance poétique. C'est-à-dire que l'ange, qui est un élément très éthérique, et là est complètement enraciné dans le rocher. Là, nous avons d'autres œuvres d'Anthony Gormley. Et ceux-là sont peu connus parce qu'il les a établis sur la plage. Donc, ils sont là permanents et parfois couverts par la mer et parfois pas. Et il a fait d'autres tentatives de représenter de manière variée la figure humaine. Voilà, encore deux. OK, donc là, c'est le temps de terminer le deuxième partie, mais je serai de retour très bientôt avec un troisième partie.